Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, sur François ou Les Premières, sur Internet ou sur votre radio. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. 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 Nous sommes en compagnie donc de Laurence Théatin. Merci de nous consacrer cet entretien à l'outre-mer et aux préoccupations des compatriotes outre-mer. Nous allons évoquer la lutte contre la vie chère, le vivre ensemble et quelques questions politiques et même diplomatiques. Monsieur le Président, venons-en tout de suite à un sujet très sensible outre-mer, le prix des carburants. Il est fixé par décret dans les départements d'outre-mer, vous le savez, alors que dans l'Hexagone, ce sont les compagnies pétrolières qui le fixent. Alors, le décret que vient de publier votre gouvernement a fait bondir les compagnies pétrolières. Le PDG de Total a même menacé d'un embargo pétrolier aux Antilles et en Guyane et de se retirer de Mayotte. Une telle menace sur les consommateurs est-elle acceptable ? Ce que veulent les ultramarins, c'est payer le prix du carburant comme ailleurs, c'est-à-dire comme en métropole. Or, il y a quand même une situation qui ne peut pas être comprise, c'est que la fiscalité est moins lourde en Outre-mer et le prix est plus cher pour les carburants. Donc, la démarche de Victorin Lurel, le ministre, ça a été, d'ailleurs en cohérence avec ce qui avait déjà été engagé par le passé, de publier un décret. Mais c'est vrai qu'il y a une pression des pétroliers. Je fais en sorte qu'ils puissent eux-mêmes arriver à une solution de compromis qui ne soit pas au détriment des responsables des stations-service. C'est-à-dire que les marges qui seraient demandées aux pétroliers, qui accepteraient donc de les baisser, eh bien ce ne seraient pas les responsables des stations-service qui auraient à en consentir les conséquences. Donc c'est ce que j'ai souhaité à travers une concertation pour des arrêtés de méthode qui devront aboutir à des prix des carburants. Il faut qu'au terme de ce processus, chacun mesure bien quel est l'enjeu, permettre aux ultramarins d'accéder à des prix des carburants qui puissent être conformes au prix du marché et avoir le souci notamment des intermédiaires que je respecte. Et ce compromis, j'ai bon espoir qu'il sortira après la concertation à la fin du mois. Justement, à propos du prix des carburants, pourquoi importer du pétrole d'Europe alors qu'aux Antilles, par exemple, ils peuvent le faire venir de la Caraïbe ou même des États-Unis? Alors, ce que disent les pétroliers, c'est qu'il faudrait faire des investissements très importants pour raffiner aux normes européennes ce pétrole. J'entends cette possibilité, mais il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pourrait éventuellement regarder ce que l'importation de pétrole venant de sources voisines des Antilles pourrait donc procurer en termes de baisse de prix des carburants qu'il ne faut pas baisser le prix des carburants tout de suite. Donc la discussion doit s'engager sur les bases actuelles et sur les normes actuelles. Il y a un an, le Parlement adoptait la loi Lurel pour lutter contre la vie chère. Le pouvoir d'achat des ménages ne s'est que très légèrement amélioré. C'est une question de temps ou faut-il des dispositifs supplémentaires ? La vie chère, ça fait partie des grandes revendications des ultramarins depuis des années. Il y a eu des mouvements sociaux très importants dans plusieurs régions et départements sur cette question. Et moi, je les ai entendus, ces revendications. Donc la première décision qui a été prise par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avec Victorin Lurel, ça a été de faire voter une loi contre la vie chère, pour réguler les prix. Et il y a eu des effets. Bien sûr, le consommateur trouve qu'il n'y en a jamais assez. Mais regardez, sur les télécommunications, il y a eu une baisse d'un certain nombre de prix. Sur les tarifs bancaires, il y a eu, encore me signaler, en Nouvelle-Calédonie, un certain nombre de prix qui ont pu être baissés. Sur l'alimentation, et ce n'était pas facile, on a sélectionné un certain nombre de produits de première nécessité, le bouclier qualité, pour qu'on ait une baisse de 10 à 15% du prix de ces denrées. Et même sur les transports maritimes, on a obtenu du principal transporteur qu'il baisse ses prix. Alors, faut-il encore que ça se répercute toujours sur le consommateur? Mais je ne lâcherai pas cette affaire, parce que c'est déjà très difficile pour avoir un travail en Outre-mer, nous le savons bien, nous en reparlerons, c'est très difficile pour avoir une rémunération qui puisse être compatible avec ce qui se passe dans d'autres parties de notre territoire, notamment en Hexagone, c'est ce qu'on appelle la parité. Alors si en plus il y a un prix plus élevé de certains produits, ce n'est pas acceptable. Donc la lutte contre la vie chère, c'est toujours la priorité. Des résultats sont là, on envoie encore un certain nombre de traductions au niveau des carburants et nous continuerons.
Sur le prix des billets d'avion, Monsieur le Président, je vous avais posé la question l'année dernière, je me permets d'y revenir car c'est une préoccupation, une mesure de justice pour des familles éloignées. À quand un véritable geste pour les ultramarins? Vous avez raison de poser la question et j'espère que vous la poserez chaque année avec une réponse différente. Mais autant j'ai dit qu'il y avait eu des progrès significatifs sur les télécommunications, sur les tarifs bancaires, sur l'alimentation, sur les transports, j'espère demain sur les carburants, autant ça tarde sur les billets d'avion. Certes, il y a l'agence, la DOM, que vous connaissez, qui, avec les collectivités locales, permet à un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes de pouvoir aller vers la métropole, mais c'est insuffisant. Certes, il y a eu aussi un quatrième opérateur qui est venu aux Antilles pour le transport aérien et même à La Réunion. Mais c'est encore trop long, même si ça a eu des conséquences sur les tarifs. Donc je suis tout à fait mobilisé pour qu'on aille plus loin, pour que ce soit là aussi un principe d'égalité, que ceux qui ont de la famille en métropole ou inversement puissent s'y rendre en dehors des périodes où les prix sont bas. Parce que c'est ça le sujet. C'est-à-dire que la concurrence fait que pendant une période qu'on connaît bien, la période de l'hiver, là, les possibilités de transport sont ouvertes. Mais en revanche, l'été, quand les ultramarins veulent revenir dans leur territoire d'origine, c'est plus cher. Ben, c'est ce qu'on va essayer de corriger. Pour lutter contre le chômage, le gouvernement avait prévu d'attribuer 10% du total national des emplois d'avenir. Mais ces emplois sont financés en partie par les collectivités. Or, ces collectivités sont en difficulté financière la plupart du temps et le gouvernement a annoncé une réduction d'1 milliard de leur dotation sur le prochain budget. Est-ce que ça veut dire que les emplois d'avenir en Outre-mer sont menacés? D'abord, moi je suis conscient de la situation du chômage en Outre-mer, et notamment du chômage des jeunes. 50% des moins de 25 ans sont sans emploi. Alors, les emplois d'avenir, c'est une réponse. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi les emplois aidés, puis il y a aussi des emplois privés. Mais les emplois d'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 75% de la rémunération d'un jeune qui va être recruté soit dans une collectivité locale, soit d'une association, ces 75% sont pris en charge par l'État. Il faut donc trouver les 25%. Mais votre question est pertinente, parce que les collectivités qui sont les plus pauvres disent « mais nous, on voudrait bien avoir les emplois d'avenir et pouvoir les offrir à ces jeunes qui ne demandent que cela ». Et ce n'est pas simplement un problème de nom, parce que 10% des emplois d'avenir en Outre-mer, c'est quand même bien. Mais s'ils ne sont pas tous utilisés, on aura beau dire « on a fait 10%, mais on n'a pas atteint le résultat ». Donc je regarde si on ne peut pas, dans la même enveloppe, améliorer le financement des emplois d'avenir. Comment ? En Outre-mer, c'est-à-dire avoir une participation un peu plus forte pour l'État, mais avec peut-être moins d'emplois qui seront proposés. Moins d'emplois, mieux rémunérés et des emplois d'encadrants. Parce que c'est ce que m'ont dit beaucoup de maires, je pense notamment au maire de Saint-Denis de la Réunion, M. Annette, qui m'a fait cette remarque. Il m'a dit, mais nous, ce qui peut nous coûter, c'est pas simplement d'employer des jeunes, ça c'est bien parce qu'ils rendent un service, puis l'État compense à 75%. Nous verrons si c'est possible de faire davantage, mais on a besoin de les encadrer. Et peut-être que les encadrants pourraient être aussi des emplois d'avenir. Toujours sur l'emploi, Monsieur le Président, vous avez annoncé l'année dernière que vous souhaitiez que la priorité soit donnée à l'emploi local. Le député Patrick Le Breton a remis un rapport dans lequel il est beaucoup plus question d'emploi public que d'emploi privé. Alors, est-ce que les jeunes ultramarins sont destinés à être des fonctionnaires ? Certains le souhaitent, mais ça ne doit pas être la perspective. Vous avez raison. Et on ne peut pas simplement répondre à ce chômage endémique qui frappe l'outre-mer simplement par des emplois ou aidés ou publics. Néanmoins, ce serait quand même souhaitable, et c'est le sens de la proposition de M. Le Breton, que les recrutements puissent être davantage ouverts aux ultramarins lorsqu'il s'agit de postes locaux et que les concours pourraient être aussi adaptés tout en restant dans les lois de la République, bien nécessairement. Et pour les entreprises privées, j'ai proposé, vous le savez, le pacte de responsabilité à toutes les entreprises françaises. Mais je suis prêt à avoir un volet spécifique pour l'outre-mer. Parce que la baisse des charges, elle existe déjà en outre-mer.
Donc, si je la propose pour l'ensemble des entreprises, ça ne va pas faire un avantage significatif pour les entreprises ultramarines. Donc, pour que les jeunes puissent avoir des possibilités d'entrer plus facilement sur le marché du travail, et notamment dans des entreprises privées, je suis prêt à adapter avec les employeurs, bien sûr, d'outre-mer, ça fera partie de la discussion, le pacte de responsabilité à ces territoires. Les petits patrons de PME disent avoir des soucis pour financer leur activité. L'accès au crédit en Outre-mer serait beaucoup plus difficile qu'en métropole, pour eux en tout cas. Est-ce que l'État peut agir pour que les banques soient un peu plus souples? Cette question, on pourrait la poser France entière. Oui. Parce que beaucoup d'entreprises, des petites notamment, disent « nous on a déjà des problèmes de commandes, mais on a aussi des problèmes de trésorerie ». Et ce qui compte, c'est de pouvoir nous donner immédiatement le soutien nécessaire pour qu'on puisse préserver l'activité, avant même d'en créer de supplémentaires. Mais en Outre-mer, le système bancaire est sans doute encore plus frileux qu'il n'est dans la France tout entière. Alors, 2 décisions ont été prises. L'Agence française de développement a apporté 300 millions d'euros au système bancaire pour l'outre-mer, le fonds de garantie, afin que ça facilite les prêts. Et deuxièmement, la Banque publique d'investissement est maintenant régionalisée, et donc l'outre-mer peut utiliser la Banque publique d'investissement, toujours là aussi des garanties, parfois des prêts directs, et même, on peut l'imaginer, des participations au capital. Donc il y a des outils qui existent au niveau national, la Banque publique d'investissement, et un outil, l'Agence française de développement, qui a été particulièrement mobilisée pour l'outre-mer. Alors, il y a des domaines où les Outre-mer sont avant-gardistes en matière de transition énergétique. Par exemple, je pense à la centrale de géothermie haute énergie en Guadeloupe. C'est un cas unique en France. Il y a également des potentiels extraordinaires comme les terres rares en Polynésie ou à Wallis et Futuna. Qu'attend-on pour valoriser ces potentiels ? L'outre-mer, parfois vu de métropole, sont des territoires qui paraissent lointains, qui mobilisent l'attention quand il y a hélas des catastrophes, le cyclone à La Réunion encore récemment, ou qu'il y a un certain nombre de revendications qui peuvent s'émettre pour l'égalité tout simplement. Mais l'outre-mer doit être regardé comme un atout considérable pour la France. Grâce à l'outre-mer, la France, c'est le 2e espace maritime du monde, avec la possibilité d'exploiter, en respectant l'environnement, la mer, ses ressources. Et puis, il y a une biodiversité en outre-mer qui est exceptionnelle, et une capacité pour développer des énergies nouvelles que l'on peut absolument amplifier. Et vous avez cité 2 exemples, la géothermie, Guadeloupe, mais on pourrait évoquer la Réunion avec le recyclage des eaux, les terres australes ou les terres rares. Donc tout ça nous laisse penser que nous pouvons faire de l'outre-mer l'avant-garde de la transition énergétique. Et ce sera d'ailleurs dans la loi qui va être présentée sur la transition énergétique une de nos priorités territoriales. L'outre-mer va inventer les sources d'énergie de demain. On va parler de diplomatie. Maintenant, en Polynésie, Gaston Floss est allé chercher les Chinois pour financer ses projets, la rénovation de l'aéroport, un hôtel de luxe. Les Chinois semblent incontournables en ce moment. La France est-elle en train de perdre son influence dans le Pacifique Sud ? Et il faut aller chercher des investissements extérieurs. Si des Chinois, vous avez évoqué la Polynésie, mais moi je vais parler aussi de l'Hexagone. Si les Chinois veulent investir, ils le font d'ailleurs, dans des industries nouvelles. On parle de Peugeot en ce moment. Je ne vais pas leur dire écartez-vous, nous ne voulons pas de votre argent. Et pourquoi donc? À condition, bien sûr, qu'il y ait un contrôle sur la localisation des productions. Et aussi que, c'est le cas pour Peugeot, l'État puisse être partie prenante au capital. Mais je reviens à la Polynésie. Si des investisseurs asiatiques, d'ailleurs, veulent venir pour développer des investissements touristiques, ils sont les bienvenus, mais toujours avec un certain nombre de règles et de conditions. Je pense que nous avons besoin d'investissements français. C'est pourquoi je fais en sorte de les faciliter. La défiscalisation, c'est fait pourquoi?
C'est fait pour permettre que l'outre-mer puisse être un territoire où l'investissement puisse être facilité, incité. Et si des investisseurs extérieurs qui n'auront pas la défiscalisation, eux, veulent venir sur nos territoires en les respectant, et notamment sur le plan environnemental. Un des marqueurs de l'influence de la France, c'est la francophonie. En Haïti, le plus grand pays francophone de la Caraïbe, à l'occasion de la reconstruction post-séisme de 2010, on a pu constater que les États-Unis construisaient de plus en plus d'écoles. Est-ce que c'est une menace pour la langue française dans ce territoire? Il ne faut jamais interdire à d'autres pays de promouvoir leur langue. Ce serait une conception presque protectionniste. Disons, nous voulons que personne ne parle d'autres langues que le français. Ce serait d'ailleurs un combat un peu difficile à gagner. En revanche, nous devons promouvoir le français. Et vous parlez d'Haïti, c'est en ce moment même le choix qui a été fait par l'Académie française d'accueillir Daniel Laferrière, qui est un grand auteur haïtien francophone. Et moi, je suis très attaché à la francophonie. Je pense que ce n'est pas simplement pour des raisons, là aussi, de fierté nationale, pour que notre langue soit parlée, parce qu'à travers la langue, c'est la culture, ce sont les valeurs, ce sont les principes, et c'est aussi l'économie et le commerce. Donc, n'empêchons pas les autres de parler ou de faire parler leur langue, mais défendons la nôtre et donnons-lui le meilleur aspect, c'est-à-dire l'aspect le plus ouvert, le plus libre, le plus culturel. On a appris hier que la question du plateau continental de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pourrait pas être solutionnée avant 4 ou 5 ans. La France irait-elle jusque devant le tribunal arbitral pour défendre les intérêts des Saint-Pierrais et des Miquelonais? La France, elle veut faire valoir ses droits. Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français et donc a vocation à pouvoir avoir son propre plateau continental. Ce sont les règles du droit international. Donc nous irons partout où c'est nécessaire pour défendre cette position avec les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et notamment par rapport à nos amis canadiens qui nous contestent un certain nombre de limites, il y aura un dossier qui va être déposé au mois d'avril devant la commission des limites du plateau territorial, continental. Monsieur le Président, alors, un seul déplacement d'outre-mer cette année, la Guyane, comme vous l'aviez promis. Vous aviez été accueilli chaleureusement. Vous étiez accompagné de Christiane Taubira, accueil très chaleureux également, d'autant que ce déplacement est intervenu quelques jours après les attaques inacceptables contre la garde des Sceaux. Alors, comment expliquez-vous que le gouvernement ait attendu 10 jours pour réagir contre ces attaques alors que cela a été immédiat pour Dieudonné? Ce n'est pas d'ailleurs de même nature. Hein. Je ne reviens pas sur Dieudonné qui a proféré des propos antisémites et qui méritait d'être en tant que tel poursuivi. Mais je reviens sur Christiane Taubira. Elle a été attaquée très violemment. D'abord dans le débat qu'elle a elle-même conduit sur le mariage pour tous. Attaquée comme femme et attaquée comme ministre. Nous l'avons défendue parce qu'elle défendait les principes de la République, d'égalité. Puis après, elle a été attaquée sur sa personne, sur sa couleur, sur ses origines. Et moi, j'ai, dès le départ, au Conseil des ministres, apporté mon plein soutien à Christiane Taubira. Et je l'ai fait au moins à 2 reprises dans cette instance solennelle, qui n'est pas toujours publique, puisque par définition, la délibération y est secrète. Mais la porte-parole a rapporté mes propos. L'Assemblée nationale a réservé à Mme Taubira, aussi et au-delà des sensibilités, l'accueil qu'elle méritait. D'abord pour elle-même, mais aussi pour répondre à toutes ces attaques ignobles dont elle a été l'objet, dont elle continue parfois à faire l'objet. Et à travers elle, c'était aussi toutes les femmes et les hommes de couleur et les Noirs qui se sentaient aussi attaqués, avec des références qui remontaient à loin et des caricatures racistes qu'on pensait oubliées d'un autre âge, qui étaient déjà déshonorantes à l'époque et qui le sont encore davantage aujourd'hui. Et nous ne laisserons rien passer, et je l'ai dit, rien passer. Alors c'est vrai, comme elle est ministre, on se dit elle est plus protégée que d'autres. Et on a tendance à ne pas répondre en disant oui, mais elle est une femme de pouvoir. Et ce serait finalement un très mauvais calcul
parce que ça laisse penser qu'on peut attaquer une femme, une personne noire, parce qu'elle est ministre de manière impunie. Eh bien non. Donc, selon vous, Où que l'on soit, qui qu'on soit, on doit être protégé. donc pas de deux poids, deux mesures, c'est le sentiment qu'ont eu les originaires d'outre-mer. La seule mesure, c'est la République. Et le seul poids, c'est celui de la justice qui doit intervenir. Vous vous êtes rendu en Guyane dans l'Ouest, à Mana, où vous avez rencontré des Hmongs, des Bushinangés, des Créoles, des Amérindiens. Vous avez salué la mosaïque des populations et vivant en harmonie. Un tel vivre ensemble est-il possible dans l'Hexagone? C'était une très belle image. Ce sera pour moi un très beau souvenir, Mana. Le maire Georges Patient m'y a accueilli, population française, mais diverses, variées, avec toutes ces origines que vous avez rappelées, Hmong, Amérindiens, Créoles et tant d'autres, qui venaient là avec leurs costumes, avec leurs couleurs, avec leurs chants. Les Bushinangés qui étaient aussi tout à fait présents et fiers. Et c'est une belle leçon que cette ville et cette région, la Guyane, a donnée au peuple français. On peut avoir des origines différentes, on peut avoir des parcours parfois exceptionnels, venir de loin et être pleinement français. On peut avoir même ses propres traditions, coutumes, mais les mettre dans le cadre de la République et dans les valeurs de la laïcité. Donc l'outre-mer aussi nous permet de nous élever tous ensemble et de montrer que dans le respect des diversités, nous devons être unis et avec des principes du vivre ensemble. En revanche, ce qui me préoccupe, je ne sais pas si vous aborderez ce sujet, c'est la délinquance et l'insécurité sur un certain nombre de régions d'outre-mer, et notamment les crimes qui s'accumulent aux Antilles. Et là-dessus, c'est une agression qui n'est pas simplement sur les personnes qui en sont victimes et qui doivent avoir toute notre solidarité, c'est une agression contre la République et le vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on renforce les moyens de la gendarmerie et des zones de police. Nous allons parler politique maintenant. Vous étiez donc à Mana, on vient de le dire. Donc dans quelques semaines, il y a 2 grands rendez-vous électoraux. Vous avez été accueilli à Mana dans une ambiance de campagne électorale. Est-ce que cela vous laisse confiant pour les élections municipales? Il y avait une très belle ambiance, comme d'ailleurs quand je suis allé à Cayenne et j'ai été reçu par Marie-Laure Finera, ou par d'autres élus qui m'ont fait aussi, au nom des traditions républicaines, la plus belle hospitalité. Je veux les saluer tous. Mais je n'étais pas en campagne électorale. Je pense que les Guyanais voulaient montrer leur attachement à la République et montrer la fierté qui était la leur de faire valoir un certain nombre de réussites. Et il y en a beaucoup, même si les problèmes demeurent. Alors ensuite, il y a 2 élections, vous avez raison, hein, il y a des élections municipales, les enjeux sont locaux, mais enfin, je pense qu'il y a aussi des messages. Moi, je revendique les engagements que j'ai pris pour l'outre-mer et que je suis en train de respecter. Et notre entretien me permet d'en faire la démonstration. Mais également, je suis attentif aux élections européennes. Parce que pour un ultramarin, mais c'est vrai aussi pour un citoyen de l'Hexagone, on peut se dire, mais à quoi ça sert les élections au Parlement européen? Est-ce que c'est vraiment utile d'aller voter? C'est le Parlement européen, c'est l'Europe qui permet de dégager des fonds pour l'outre-mer. Et des fonds qui sont importants. Et s'il n'y avait pas l'Europe, l'Europe pourrait se dire, nous, on n'a pas vocation à être dans les outre-mer. Eh bien si, c'est grâce à l'Europe qu'on peut avoir des fonds pour les investissements qui nous permettent de réaliser ce qu'on ne parviendrait pas à nous tout seuls à engager. Et je vais prendre un seul exemple, Mayotte, qui est un département qui a aussi beaucoup de problèmes, on les connaît. Eh bien, grâce à la négociation qu'on a menée pour le budget européen, près de 300 millions d'euros sur 7 ans vont pouvoir être dégagés pour Mayotte, alors qu'il n'y avait pratiquement rien jusqu'à présent. Donc moi, ce que je demande aux ultramarins et à ceux qui vont se présenter en leur nom, c'est de se battre. Parce qu'il faut se battre pour que l'outre-mer ait sa part du budget européen.
Parce que là aussi, je disais, l'outre-mer, c'est une chance pour la France. Oui, mais c'est une chance pour l'Europe. Ça nous permet d'être présents sur tous les continents. Vous parliez de Mayotte, 300 millions d'euros versés par l'Union européenne. Mais ne serait-ce que pour l'assainissement, il faut 600 millions d'euros. Mayotte, comment peut-elle s'en sortir? Mayotte, nous avons accéléré le processus de départementalisation et nous allons faire un pacte là aussi pour l'avenir de Mayotte, la stratégie pour Mayotte. Et il faudra les fonds européens, mais s'il n'y avait que les fonds européens, ça ne suffirait pas. Mais s'il n'y avait pas les fonds européens, ça serait encore plus difficile. Ils n'avons pas que l'assainissement à traiter, hélas. Il y a aussi, ce n'est que des chantiers. C'était une population qui était en forte augmentation. Les routes, les écoles, les collèges, et puis aussi la remise à niveau des prestations, puisque nous avons fixé également un calendrier, et je veille à ce qu'il soit respecté. Avant, on nous disait que ça serait sur 25 ans. J'ai dit 25 ans, vaut mieux qu'on raccourcisse quand même l'échéance, et c'est ce qui se fait en ce moment à Mayotte. Mais on ne pourra pas tout régler. Et je préfère le dire franchement, parce que quand il y a autant de difficultés, il faut agir par étapes. Vous avez annoncé une grande réforme territoriale, sans supprimer les départements, mais avec des régions plus fortes, avec plus de pouvoir. Est-ce que ce sera sur le modèle des Antilles ou des départements d'outre-mer où chacun peut adapter la loi? Oui, enfin, ça a été quand même un bon principe, ce qui a été fixé pour l'outre-mer. Et avec un choix qui a été ouvert aux élus et même à la population, puisqu'elle a été consultée. Alors, bien sûr que l'autonomie est plus forte en Outre-mer, chacun peut le comprendre. Mais je pense que l'idée d'avoir cette expérimentation, ce rapprochement, lorsque c'est possible, entre collectivités, peut valoir parfaitement pour le reste du pays. Au mois de mai, il y aura les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Si les élus vous le demandaient, est-ce que vous seriez prête à une solution négociée plutôt qu'un référendum? Moi, je suis engagé par ce que mes prédécesseurs, à juste raison, et le législateur ont décidé. Et l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, ça fait partie maintenant de notre principe de droit, de nature même constitutionnelle. Donc, je ne suis lié que par cet accord. Après, si un consensus se dégage pour l'appliquer, je regarderai le consensus qui sera né des élections qui vont avoir lieu au mois de mai. Mais pour le moment, je suis respectueux de la parole que les signataires de cet accord ont voulu porter. Monsieur le Président, vous aviez annoncé en Guyane que vous vous rendriez dans toutes les collectivités d'outre-mer avant la fin de votre quinquennat. Vous nous le confirmez, votre prochain déplacement, Nouvelle-Calédonie et peut-être Wallis et Futuna? Oui, alors de toute façon, il y a un rendez-vous qui est prévu pour le G20 en Australie. Donc je serai dans cet espace-là et la Nouvelle-Calédonie fait partie de cet environnement. C'est notre territoire. Justement, il y aura eu les élections qui auront eu lieu au mois de mai et je verrai quelle est l'attitude justement de l'ensemble des parties prenantes. Je pense que ce sera un très beau déplacement et je suis très attaché à ce que le dialogue avec la Nouvelle-Calédonie se poursuive. J'ai reçu les élus de Wallis et les chefs coutumiers de Wallis et Futuna, ici même à l'Élysée, et ils m'ont dit depuis le général de Gaulle, je crois, Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a jamais eu de président de la République. Bon, c'était un argument que j'ai entendu. Un défi. Merci. Et puis si je peux aller ailleurs avant, en fonction des circonstances, je le ferai. Merci. Merci beaucoup. Président. Et puis j'adresse tous mes vœux à l'ensemble de l'Outre-mer. Merci. Merci William Cromwell. Bonne soirée à tous et à toutes.